l'état de droit. Le concept d'état de droit est une invention allemande. Le mot, en effet, apparaît pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle sous la plume d'un certain Placidus à propos de Kant et de ses disciples qu'il désigne comme l'école des théoriciens de l'état de droit. Concept central de la science du droit allemande au XIXe siècle, Rechtsstaat ne fut traduit en français sous la forme aujourd'hui reçue d'état de droit qu'au début du XXe siècle. Sa fonction, toutefois, est restée longtemps interne à la théorie juridique, et ce n'est que dans la seconde moitié du XXe siècle, et plus spécialement à partir des années 1980, que le mot est entré véritablement dans le débat public, philosophique et politique. Sa signification, alors, s'est élargie pour se confondre avec les principes de la démocratie libérale, garantie des droits individuels, séparation des pouvoirs, soumission de la puissance publique au droit écrit. L'accord général dont ce concept fait l'objet aujourd'hui, toutefois, ne doit pas masquer les tensions et les difficultés qui lui sont inhérentes. Et c'est pourquoi il importe, pour en prendre la mesure, de prendre du recul par rapport à son usage actuel et de le resituer dans une perspective historique. Le développement du concept d'état de droit, en premier lieu, s'inscrit dans une série de contextes polémiques successifs, la lutte contre l'arbitraire monarchique, tout d'abord, puis l'opposition au despotisme de l'état de bien-être, ou qu'on appelait également l'état de police, la critique, enfin, des régimes totalitaires. Lutte contre l'arbitraire monarchique. L'état de droit, alors, s'inscrit dans le prolongement de l'opposition classique qui remonte à l'Antiquité entre gouvernement de la loi et gouvernement des hommes. Le régime de l'arbitraire, eh bien, c'est celui dans lequel la seule volonté du souverain, je veux, j'ordonne, constitue le principe de l'obligation des sujets à l'égard de la puissance publique. Tu veux, je dois. La loi se réduit alors au bon plaisir du prince. Et au risque de tyrannie qui en découle, Hobbes, théoricien de la monarchie absolue, opposait le devoir de protection des sujets, qui constituait le véritable fondement du pacte social. Mais cette limitation est apparue comme une garantie insuffisante aux yeux de Locke, de Montesquieu, de Rousseau, qui lui ont substitué le principe de la suprématie de la loi. Comme l'écrit Rousseau dans la 8e lettre de la Montagne, « Il n'y a point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois, et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. » De ce point de vue, l'idée d'état de droit telle qu'elle sera développée à partir de la fin du XVIIIe siècle présente une continuité manifeste avec la conception anglaise du rule of law, du règne de la loi, défendue au XVIIe siècle contre l'absolutisme royal. Mais l'émergence du concept d'état de droit à cette même époque s'inscrit également dans un autre contexte polémique, celui de l'opposition à l'état de police, c'est-à-dire non pas l'état policier, mais cette forme de gouvernement autoritaire et paternaliste, particulièrement développée en Allemagne, qui prétendait œuvrer au bonheur, au bien-être de ses sujets, tout en s'efforçant d'accroître sa puissance. C'est ce gouvernement que Kant, en 1793, dénonçait comme le plus grand despotisme que l'on puisse concevoir. Un gouvernement, écrit-il, qui serait fondé sur le principe de la bienveillance envers le peuple, tel celui du père envers ses enfants, c'est-à-dire un gouvernement paternel, où par conséquent les sujets, tels des enfants mineurs, incapables de décider de ce qui leur est vraiment utile ou nuisible, sont obligés de se comporter de manière
uniquement passive, un tel gouvernement, dis-je, est le plus grand despotisme que l'on puisse concevoir. Nul, en effet, ne peut me contraindre d'être heureux d'une certaine manière. Mais il est permis à chacun, dit Kant, de chercher le bonheur dans la voie qui lui semble, à lui, être la bonne, pourvu qu'il ne nuise pas à la liberté qu'à autrui de poursuivre une fin semblable. C'est pourquoi Kant pose la liberté de l'individu en tant qu'homme comme principe fondamental de l'État conforme au pur principe du droit, auquel il ajoute les deux principes de l'égalité de chacun avec autrui, avec tout autre en tant que sujet, et de l'indépendance de chacun comme citoyen. Ce premier principe de la liberté fonctionne ainsi comme principe de limitation de l'État sur la base d'une claire séparation entre sphère publique et sphère privée, excluant toute prise en charge collective du bonheur ou du bien-être des sujets. En d'autres termes, c'est la confusion de la sphère proprement étatique, politique, dont le rôle est de garantir la liberté de chacun avec la sphère économique, à l'intérieur de laquelle s'exerce cette liberté. C'est cette confusion qui se trouve condamnée par Kant. Il ouvre ainsi la voie à une conception bourgeoise de l'état de droit fondée sur la seule garantie de la liberté et de la propriété individuelle. C'est dans cette garantie que l'État trouve le principe de sa limitation constitutionnelle. La question à laquelle sera confronté le XIXe siècle et qui reste la nôtre aujourd'hui sera dès lors de savoir si l'État en tant qu'État de droit doit s'en tenir à cette seule fonction de protection juridique ou bien s'il lui revient de prendre en charge des objectifs sociaux. Réduction de l'état de droit à l'état minimal, garant de la sûreté individuelle, ou extension de l'état de droit aux actions nécessaires pour assurer le bien-être des citoyens. Telles sont les tendances qui s'affrontent au sein même de la théorie de l'état de droit depuis le XIXe siècle et auxquelles la critique antitotalitaire au XXe siècle a donné une nouvelle actualité. À cette tension interne au concept d'état de droit du point de vue politique s'ajoute une autre tension, plus spécifiquement juridique, entre deux concepts de l'état de droit, le concept dit formel et le concept matériel. Le concept formel correspond à l'idée d'un État agissant au moyen du droit, dans la forme juridique. C'est la légalité de l'action de l'État qui est alors le critère de l'état de droit. Le concept matériel de l'état de droit signifie, quant à lui, que l'État n'agit pas seulement dans la forme de la loi, mais conformément à un droit supérieur. Il est alors soumis au droit, ce qui implique que ce droit lui soit antérieur, qu'il lui préexiste et qu'il lui soit extérieur. Il en va ainsi, par exemple, du droit naturel, des droits naturels des individus. Historiquement, c'est la seconde conception qui est apparue la première, l'idée de limitation de la sphère d'action de l'État par les droits naturels des individus. Dans la longue bataille autour du concept qui s'est déroulée depuis le XIXe siècle, elle a peu à peu cédé la place à la première, la conception formelle, l'état de droit comme simple respect de la légalité formelle sans considération des buts de l'État. C'est l'expérience du nazisme qui a conduit, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à réhabiliter le concept matériel sans pour autant lever complètement les objections dont était porteur le concept formel. Si la formalisation juridique ne suffit pas, en effet, à empêcher tous les abus du pouvoir, n'y a-t-il pas une inconséquence à vouloir soumettre l'État créateur du droit à un droit qui lui soit supérieur? Et quel est alors le statut juridique de ce dernier? Ce sont ces diverses tensions liées au contexte politiques et sociaux dans lesquels a été théorisé l'état de droit depuis la fin du XVIIIe siècle qui en font un concept toujours ouvert, malgré sa clarté apparente, à la problématisation philosophique.